Aujourd'hui même, c'est mon anniversaire et je vous tourne une vidéo. Si ça, c'est pas du dévouement envers vous, je ne sais pas ce que c'est. Bonjour à tous, je vous reviens pour une vidéo un petit peu plus traditionnelle que le dernier vlog qui normalement est paru la semaine dernière, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire un classique, mais néanmoins nécessaire et je l'espère toujours agréable, point lecture. Alors comme d'habitude, je vais vous parler aujourd'hui de 3 livres que j'ai lus dernièrement. 3 livres d'ailleurs tous assez petits, donc parfait je me dis pour peut-être glisser dans votre valise avant de partir en vacances. Enfin glisser ou pas d'ailleurs, parce que vous verrez que dans le lot il y a quand même pour moi une très grosse déception, voire je pense pour l'instant ma pire lecture de l'année. Oui je sais, je vous ai déjà dit ça il y a peu de temps, mais bon, il faut croire qu'en ce moment j'enchaîne les déconfitures. Sur ce donc, dans l'espoir de vous faire une vidéo pas trop longue, je vous propose qu'on démarre tout de suite. Et le hasard veut que le tout premier roman que j'ai devant moi, il s'agit justement de ce titre avec qui j'ai été plutôt en désamour, hein, on va pas se mentir, et qui une fois de plus m'attirera peut-être les foudres des fans de l'auteur, mais bon. J'assume, je le répète, hein, mais les propos que je vais tenir aujourd'hui ne relèvent que de mon opinion purement personnelle. Je vais donc débuter ce point lecture en vous parlant de L'archipel des oubliés de Nicolas Beuglet aux éditions Pocket. Alors je vais pas vraiment vous faire de résumé de cette histoire parce que non seulement il s'agit d'une suite absolument directe du tome 2, mais en plus de ça, si vous voulez garder une surprise totale sur absolument tous les éléments de cette saga, je vous invite à vous rendre à la prochaine chronique parce que je vais être obligée forcément de vous parler d'un personnage qu'il y a dans ce tome-ci et qui n'est pas présent dans les 2 premiers tomes de la trilogie. J'espère donc que tous ceux qui ne veulent pas entendre la suite ont passé. Ce personnage, il s'agit donc de Sarah Geringen, le personnage principal d'une autre saga, d'une autre trilogie de l'auteur, qui ici va donc venir porter main forte à Grace Campbell pour enfin, on va dire, mettre la main sur le grand méchant de cette histoire. Alors, si vous suivez la chaîne, vous devez savoir que j'avais été franchement assez déçue par Le Passager sans visage, qui est donc le tome 2 de cette, je vais dire trilogie, parce que pour l'instant, il y a 3 tomes de sortie, mais rien ne nous dit que cette trilogie ne va pas se transformer en saga. Bref. Toujours est-il donc que c'est pour cette raison que je me suis dit qu'il fallait rapidement que je sorte L'archipel des oubliés de ma pile à lire parce que sinon il allait littéralement attendre pendant des années. Je me suis donc mis un petit coup de pied pour le lire et je pense que j'ai encore moins aimé ce tome-ci. C'est pas je pense en fait, c'est sûr. Comme je le disais en intro de cette vidéo, hein, à mon avis, pour l'instant, c'est ma pire lecture de l'année et c'est certain que ce titre est le dernier que je lirai de cette saga, quoi qu'il arrive, et je pense même que ce roman a tout simplement signé mon arrêt avec Nicolas Beuglet. Voilà, à un moment, il faut se rendre à l'évidence et perso, je vais arrêter les frais. Alors attention, hein, je comprends totalement que cet auteur puisse plaire et qu'il a clairement son public, il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste qu'avec moi, ça ne passe plus. Mais alors, vraiment plus du tout. L'écriture est très simple, voire simpliste. Je pense que si vous avez déjà lu du Nicolas Beuglet, vous avez dû vous rendre compte, mais pour autant, je peux pas dire que c'était pour le coup un point rédhibitoire pour ma part. Oui, je préfère de loin lorsque la plume est travaillée ou qu'au moins elle présente une certaine forme d'originalité, mais pour autant, si le style reste lambda, mais qu'à côté de ça, l'histoire m'emporte totalement, clairement je peux passer outre. Le problème, c'est que là, rien n'allait. Ni la forme, ni le fond. Parce que, mon Dieu, que cette histoire était too much. Franchement, je vous jure que j'ai rarement lu, voire jamais, un thriller ou un roman policier qui soit moins crédible que celui-ci. Par moments, je trouve qu'on frôle presque même avec la science-fiction ou le fantastique. En fait, j'ai vraiment eu la sensation que ce roman était une sorte de pot pourri d'idées, de
de sujets actuels balancés sans liant et sans approfondissement. Si dans ce titre et dans la trilogie de façon plus globale, l'auteur tente de se poser comme une sorte de donneur d'alerte, qui d'ailleurs en réalité n'alerte absolument de rien du tout parce que personnellement je n'ai absolument rien appris de plus que je ne savais déjà. En vrai, il a surtout mêlé plein de thématiques qui n'avaient pas franchement à voir les unes avec les autres en restant toujours très en surface et dans la simplicité la plus pure. Je n'ai eu vraiment de cesse que de lever les yeux au ciel. Tout est beaucoup trop simple, tout va trop vite. Il n'y a ni enquête, ni mystère et sincèrement la fin est sans intérêt. 2 tomes qu'on nous balade littéralement avec un grand méchant et un complot mondial pour terminer comme ça. Sérieusement ? Le problème c'est que l'auteur s'est enfermé dans une logique de complotisme mondial que j'ai trouvé complètement éculé, voire même carrément grotesque par moments. Rien ne tenait la route et je n'ai malheureusement pas eu plus d'intérêt non plus grâce à la présence des 2 enquêtrices. J'étais vraiment persuadée que de voir Grace et Sarah ensemble allait être hyper cool, allait vraiment me plaire et allait pouvoir me permettre d'apprécier encore plus ces 2 protagonistes, alors qu'en fait, non. J'ai même envie de dire au contraire. J'ai trouvé assez insupportable que très souvent, les 2 enquêtrices soient appelées dans ce récit l'écossaise et la norvégienne. Pardon, hein, mais vraiment, tel que je l'ai ressenti, pour moi, ça trahissait un vrai manque de vocabulaire et de qualité d'écriture de l'auteur. Jusque-là, je continuais à lire Nicolas Beuglet parce que même si son écriture n'avait clairement rien d'exceptionnel, à côté de ça, ses histoires continuaient à avoir ce côté page-turner que je continuais à apprécier de lire de temps en temps. Mais là, je vous avoue que, en fait, j'avais franchement hâte d'arriver à la fin. Je ne vais pas plus m'étendre sur le sujet parce que, vous l'aurez compris, pour moi, rien n'a été dans cette lecture. Mon but, c'est pas de continuer à descendre ce roman. Je vous dis juste que pour moi, voilà, c'était juste pas possible, ça ne correspond absolument pas à ce que j'ai envie de lire et au contraire même ça correspond donc désormais plutôt au type d'histoire ou en tout cas aux mécaniques, je dirais, d'écriture de ce type de roman que j'ai plutôt tendance à fuir. Je ne pense donc clairement pas que je le relirai du Nicolas Beuglet un jour. J'ai lu donc 2 de ses trilogies, voilà, c'est très bien, j'ai compris quel type d'auteur c'était, j'ai compris quel type d'histoire il pouvait proposer et construire, et une chose est certaine, c'est qu'aujourd'hui, je n'ai plus envie de lire ça. Je laisse ça, ma foi, aux lecteurs qui prendront du plaisir, et puis je vais me tourner vers d'autres auteurs qui, je n'en doute pas, me correspondront beaucoup plus. Gros loupé donc pour ma part. Merci monsieur, mais au revoir et je pense à jamais. Bien, maintenant que je me suis donc débarrassée de la corvée entre guillemets de la chronique négative mais néanmoins sincère et nécessaire, nous allons donc pouvoir continuer ce point lecture. Alors, le roman suivant dont j'ai envie de vous parler, il s'agit d'un roman tout petit que j'ai acheté il y a très peu de temps et c'est donc Une nuit particulière de Grégoire Delacour aux éditions Le Livre de Poche. Alors avant de vous parler de ce très court roman, je voudrais vraiment remercier toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires pour venir un peu contrebalancer ce que j'avais pu lire sur l'auteur. Parce que donc, pour rappel, j'avais lu une chronique sur son tout dernier roman sorti qui disait clairement que, au-delà de son roman, Grégoire Delacour était apparemment une personne un peu borderline sur certains propos et surtout vraiment très désagréable avec ses lecteurs en salon, etc. Des commentaires aussi en dessous de cette critique disaient la même chose et je vous avoue que ça m'a fait très mal à mon petit cœur parce que Grégoire Delacour est un de mes auteurs chouchous et je me suis dit oh là mince alors, je pensais vraiment pas que c'était ce type de personne. Et il s'avère que pas mal d'entre vous sont venus me laisser des commentaires en me disant non mais moi je l'ai rencontré, vraiment il est gentil comme tout, c'est un mec hyper agréable, hyper accessible, etc. Donc voilà, je me dis ok,
Pour l'instant, je vais complètement oublier un petit peu toutes ces critiques très négatives que j'ai pu entendre à son propos, parce que jusque-là, que ce soit ce qui soit positif ou négatif, en fait, ce ne sont que des racontards, ou en tout cas des propos rapportés que j'ai pu avoir à son sujet. Et je me dis que, ma foi, j'attendrai de le rencontrer sur un salon ou autre pour me faire ma propre opinion. Et qu'en attendant, je fais donc le choix de continuer à le lire. C'est donc ce que j'ai fait en sortant ce titre-ci, qui est un titre un peu particulier parce que donc cette histoire se déroule sur quelques heures seulement, durant une nuit. En fait, au tout début, on va suivre une femme qui descend dans la rue, qui alpague littéralement un homme comme ça sur le trottoir et qui lui fait la demande un peu folle de, grosso modo, passer la nuit avec elle. On sait que son mari est en train de la quitter, et en fait, ce court roman va être totalement divisé en deux parties, puisque dans la première moitié, on va suivre le récit du point de vue de cette femme, et dans la seconde moitié, cette même histoire du point de vue de l'homme qu'elle a alpagué dans la rue. Alors vous le savez sûrement, je suis généralement plutôt fan de ce que propose Grégoire Delacour, et pour cause, je crois que j'ai pratiquement tout lu à ce jour de lui. Parce que comme je le dis souvent, ce qu'il écrit me parle la plupart du temps et sa plume, c'est vraiment me toucher. Le problème que j'ai eu avec Une nuit particulière, c'est que je n'y ai pas retrouvé cet auteur justement que j'aime tant. Un peu comme s'il avait tenté à moitié de se glisser dans la peau d'un autre. Et cet autre aurait été, je dirais, un auteur contemporain à la plume blanche, parisien, fréquentant plutôt les milieux de la haute. Autant vous dire que, très franchement, ça m'a forcément beaucoup moins touchée. Avec ce titre, j'ai eu l'impression que son écriture s'était un peu embourgeoisée, mais surtout pour tous les petits travers franchement pas très agréables de la bourgeoisie. Si je prends néanmoins un peu de recul, je dirais que j'ai tout de même aimé globalement l'idée générale de cette histoire et même je dirais sa structure. Parce que comme je vous le disais, c'est donc un récit qui est totalement divisé en deux parties. La première qui est racontée du point de vue d'Aurore, la femme du duo que l'on suit tout du long, et la deuxième du point de vue de Siméone, l'homme de ce duo. Et j'aime plutôt bien ce principe de vivre un même événement mais sous différents points de vue. Ça, pour le coup, c'était plutôt sympa. Pour ce qui est donc de la construction narrative, c'était un sans faute. Par contre, je ne vous cache pas que j'ai quand même eu beaucoup de mal avec la première moitié, qui est donc celle racontée du point de vue d'Aurore. J'ai trouvé qu'il y avait dans son discours et dans ses réactions quelque chose de grandiloquent et de mélodramatique à outrance qui était vraiment too much pour moi. Le problème, c'est que du coup, cela ne rendait pas le personnage crédible à mes yeux et donc, en toute logique, assez peu attachante, voire carrément antipathique par moments. Heureusement, la seconde moitié avec le point de vue de Siméone est arrivée et a franchement un peu relevé le niveau. Pour moi, c'est vraiment cette partie-là qui va venir, je dirais, donner du relief à leur rencontre et à leur escapade improbable. C'est cette seconde partie qui permet de remettre un petit peu en perspective le roman et de se dire que au final, ce n'est pas juste une longue jérémiade de Parisiens mal d'amour tout du long. C'est dommage parce que je comprends totalement le message que l'auteur a voulu faire passer en s'appuyant en plus de ça sur une thématique assez dure et assez forte. Mais je trouve que le caractère peu attachant des personnages, enfin surtout d'Aurore du coup, ainsi que le manque de réalisme, je dirais, de leurs actes et de leurs dialogues a totalement dilué le beau message du roman. C'était trop romanesque à mon goût et je suis persuadée qu'avec plus de simplicité dans le traitement de cette escapade et de leurs échanges, cette histoire n'aurait que gagné en force et en percutant. Alors oui, c'est bien écrit, c'est absolument pas le problème. On sent que toutes les tournures de phrases ont été réfléchies pour sonner poétiquement, pour sonner grande littérature. Mais du coup, ce coup-ci, Grégoire Delacour n'aura pas su me parler et me toucher comme il a su si bien le faire par le passé avec d'autres de ses titres.
En fait, par moments, j'ai eu le sentiment que ce court roman était presque une sorte de démonstration de la part de l'auteur, là où moi, personnellement, je préfère l'auteur lorsque tout simplement il parle et il se laisse aller avec ses tripes et son cœur. J'ai presque eu la sensation par moments que l'auteur s'écoutait écrire entre guillemets et jubilait presque de jouer comme ça les grands auteurs parisiens, mais pour ma part, je dois reconnaître que ça m'a laissé vraiment à distance, voire totalement froide par moments par rapport à l'histoire et aux protagonistes. J'espère vraiment que dans ses prochains romans, Grégoire Delacour explorera autre chose que cet univers parisien que je trouve vraiment usé jusqu'à la corde et élitiste pour de mauvaises raisons. J'espère qu'il saura de nouveau donner vie à des personnages attachants que l'on a envie de prendre dans nos bras et me faire vibrer au rythme de leur haut et de leur bas, parce que vraiment, dans une nuit particulière, je dois reconnaître que même si la plume effectivement est travaillée et très jolie, il n'a pas su faire vibrer ma corde sensible. C'est bien écrit, le message de fond est franchement plutôt sympa, mais au-dessus de ça, il y avait trop de choses, trop d'éléments qui, moi, ne me parlaient pas et me laissaient totalement distante et froide. Mais bon, vous l'aurez compris, ça ne m'empêchera pas donc de retenter ma chance avec cet auteur. Bon, alors, je vous avoue que depuis le début de cette vidéo, on va pas se mentir, on n'est pas sur un niveau de qualité de lecture de dingue, mais je vous promets, le prochain dont je vais vous parler, pour le coup, m'a beaucoup plus emballé. Et ce titre, il s'agit de Rosine, une criminelle ordinaire de Sandrine Cohen aux éditions J'ai lu. Alors je vous refais un rapide résumé de l'histoire. Non, ce titre n'est pas un true crime, ça n'est pas basé sur une histoire vraie, même si on peut imaginer que l'auteur s'est tout de même inspiré de différents faits divers. Puisque débute ce roman, on est donc directement avec Rosine qui, un soir, est dans son appartement, donne le bain à ses deux petites filles qui ont quelque chose comme 5 et 8 ans, ou, bref, je sais plus, elles sont toutes petites, non, c'est peut-être 4 et 6 ans, soit. Deux petites filles, jusqu'au moment où son compagnon du moment lui dit qu'il a besoin d'aller réfléchir quelques jours. Il ne dit pas du tout qu'il veut se séparer, mais voilà, qu'il a besoin de réfléchir sur leur situation, parce que tout simplement c'est une mère de deux petites filles qui en plus de ça est bien plus âgée que lui est encore très jeune, je crois qu'il a quelque chose comme une petite vingtaine, donc voilà, il est pas contre effectivement rentrer dans cette famille, mais ça lui demande de prendre en charge certaines responsabilités et il aimerait bien pouvoir, avant ça, se poser pour y réfléchir. Rosine lui dit « Ok », et malheureusement, lorsque, quelque chose comme 1 heure après, il revient les voir dans la salle de bain, il se rend compte que Rosine a malheureusement noyé ses deux petites filles dans la baignoire. Et ça va être le point de départ de ce roman, puisque là encore, on va être sur, je dirais, 2 voies. On va non seulement suivre Rosine, qui suite à ça, bien sûr, va être arrêtée et va partir en prison, mais également un autre personnage qui s'appelle Clélia, qui, on le sait, on le sent dès le début, a elle aussi vécu un truc pas chouette du tout dans sa vie, et qui a un rôle un peu bâtard entre guillemets au niveau de la police. D'ailleurs, elle appartient pas vraiment à la police ni à la justice, elle est une sorte d'électron libre, une espèce de pseudo-psy, ou plutôt une sorte d'experte en psychologie humaine. Bref, son rôle à elle, c'est tout simplement d'essayer de comprendre les personnes qui sont mises en examen, comprendre leur passé et le mécanisme qui les a fait passer à l'acte. En fait, son but, c'est d'apporter une parole supplémentaire pour ne pas juste condamner pour condamner, mais condamner en comprenant pourquoi on en est malheureusement arrivé là. Et le moins que je puisse dire, c'est que ce livre, ce fut une lecture courte, mais percutante, qui, je pense, force à coup sûr le lecteur à s'interroger. Je n'ai pas tout aimé dans ce roman, non, pas du tout, mais je pense profondément que c'est une lecture dont je me souviendrai un moment,
qui a le mérite d'être non seulement original, mais qui en plus de ça aborde des thématiques qui sont généralement très peu abordées, voire pour certaines carrément tabous. Il faut savoir que le style même d'écriture de ces récits est très particulier. On est beaucoup dans l'introspection et dans les questionnements de nos deux personnages principaux, donc comme je le disais, Rosine d'un côté et Clélia de l'autre. Les phrases sont donc longues, voire parfois même très longues, avec des structures clairement non conventionnelles. Alors c'est un style qui reflète bien la pensée débordante et complètement bouillonnante, mais c'est vrai que pour le lecteur, c'est parfois peut-être un peu déstabilisant. Vraiment, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est tenter peut-être de lire quelques pages avant de l'acheter, parce que je vous dis, pour le coup, l'écriture a une vraie originalité qui peut plaire ou totalement déplaire. J'ai donc personnellement trouvé la forme bien adaptée au récit, mais en termes de pur plaisir de lecture, c'était parfois un peu dérangeant. Côté personnage, si j'ai aimé que le passé et la psychologie de Rosine soient autant fouillés, je reconnais que parfois j'ai eu un peu de mal avec le personnage de Clélia. En fait, je l'ai trouvé tout simplement too much à mon goût, trop impulsif, trop borderline, trop tête brûlée et colérique. En fait, je suis en train de me dire que ce point lecture va sûrement s'intituler « Le point lecture du too much ». Parce que sans le vouloir, je me rends compte que c'est vraiment un point commun à tous les livres que je vous présente aujourd'hui. Mesdames, messieurs les auteurs, un peu de nuance s'il vous plaît. Je vous assure que de temps en temps, ça fait pas de mal. Typiquement avec Clélia, tous les passages qui concernaient sa sexualité, pour moi, n'étaient pas nécessaires. Ok, on comprend que pour elle, c'est une sorte de défouloir, de trop-plein, mais est-ce que ça amenait quelque chose d'intéressant dans la construction même du personnage ? Je n'en suis pas certaine. De plus, comme je le disais, tout du long, Sandrine Cohen nous laisse vraiment, même pas sous-entendre, carrément comprendre que Clélia a elle-même vécu quelque chose de traumatisant par le passé, mais on ne sait jamais quoi. Donc, j'imagine probablement qu'il y aura un autre livre avec ce personnage dans lequel on va, j'imagine, la retrouver et en apprendre plus sur elle, parce qu'en tout cas, si ce n'est pas le cas, si ce roman est à one-shot, eh ben, je trouve ça assez décevant, voire même un peu incompréhensible. Finalement, le vrai intérêt de ce livre, ça n'est ni plus ni moins que le cœur même de l'histoire et les thématiques que cela soulève, à savoir donc la mémoire familiale et les traumatismes familiaux. C'est un roman dans lequel il y est beaucoup question forcément de psychologie, mais qui interroge aussi sur la question des responsabilités. J'avoue que pendant un certain temps, durant ma lecture, j'ai eu peur. Peur parce que tout simplement, j'ai au début vraiment cru que l'auteur cherchait à justifier et excuser le double infanticide de Rosine, et je vous avoue qu'en tant que maman, ça me mettait vraiment en colère parce qu'absolument rien ne peut justifier de tuer des enfants et encore moins ses propres enfants. J'ai donc eu très peur, mais au final, l'auteur a bien su cadrer son propos, a rappelé que rien n'excuserait ce geste et que dans tous les cas, Rosine devait encourir une peine de prison pour son acte, mais, et c'est là que ça devient intéressant, que cela devait s'accompagner d'une profonde compréhension du pourquoi. Pourquoi une telle atrocité ? Pourquoi ce passage à l'acte alors que cette femme semblait vraiment aux yeux de tous une mère, j'ai pas envie de dire parfaite, mais une mère, tout ce qu'il y a de plus convenable, aimante avec ses filles et une femme tout à fait équilibrée. Au final, les propos et le déroulé de l'histoire ont été assez nuancés pour que, en tant que lectrice, je puisse vraiment m'interroger en mon âme et conscience sur les éléments que l'on me présentait et pas juste rejeter en bloc l'acte monstrueux de cette mère tueuse. Je trouve que ce roman interroge vraiment sur la justice, mais aussi sur la question de la victimologie et de
tout ce que cela représente de délicat à traiter. Alors, je ne pense pas que le rôle que tient Clélia soit réaliste, et d'ailleurs, je ne pense pas qu'une telle profession existe dans la réalité. Et c'est d'ailleurs quelque chose qui m'a un peu dérangée, puisque ce récit se veut justement très réaliste. Mais je me demande s'il n'y aurait pas un intérêt justement à ce qu'un tel profil voit vraiment le jour. Non pas dans le but de faire acquitter des accusés, pas du tout, parce que là on parle vraiment de profils pour lesquels il n'y a aucun doute. D'ailleurs, Rosine, à aucun moment ne remet en cause ou en question ce qu'elle a fait. Elle a parfaitement conscience de l'acte qu'elle a commis. Mais dans le but vraiment de mieux comprendre certains rouages psychologiques et même parfois physiologiques qui peuvent amener à un tel passage à l'acte et ainsi peut-être traiter un peu mieux en amont les victimes et peut-être du coup éviter certains drames à venir. Rosine n'est pas un livre parfait, pas du tout, mais ça ne reste pas moins un récit original et percutant qui m'aura vraiment fait poser question et dont je suis persuadée que je vais me souvenir très longtemps. C'est donc vraiment le genre de titre que je pourrais tout à fait recommander, mais alors les yeux fermés à tous les lecteurs qui comme ça sont, alors, je dirais pas fans, mais en tout cas intéressés par les questions de justice, de victimologie et de psychocriminalité. Si vraiment ce sont des sujets qui vous bottent, alors foncez parce que dans le genre j'ai trouvé que c'était vraiment très bon. Donc ouais, une lecture qui m'a pas mal chamboulée, qui m'a vraiment fait me poser certaines questions et qui dans tous les cas je pense ne peut pas laisser de marbre. Et je sais que certains et certaines d'entre vous attendaient mon retour sur ce livre-ci parce que je vous l'ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça en book haul. Voilà, c'est donc chose faite. Je pense que très clairement vous pouvez tenter l'aventure. Bien, et ben écoutez, comme je le disais, hein, c'était pas un point lecture ultra positif, mais ma foi, une fois de plus, ça n'en reste pas moins que mes humbles avis et j'espère qu'ils vous auront un peu divertis et qu'ils vous auront peut-être aiguillé un petit peu dans vos choix de lecture futurs. Certains d'entre vous ont peut-être déjà préparé leur valise pour partir en vacances, alors si c'est le cas, je serais vraiment curieuse de savoir ce que vous allez emmener parce que pour ma part, je n'ai pas encore fait mon choix final quant au roman que je vais emmener avec moi, donc bon. Je ne suis pas contre un petit coup de main pour me décider. N'hésitez donc surtout pas à venir papoter avec moi en commentaire parce que vous le savez, c'est vraiment la partie que je préfère. Et si vous souhaitez soutenir la chaîne, vous savez, le meilleur moyen, c'est encore de mettre des petits pouces levés et pourquoi pas de partager cette vidéo. Sur ce, moi je vous retrouve bientôt soit pour un point lecture, soit pour mon nouveau format vlog, lecture, studio, vie, enfin bref, mon espèce de melting pot qui, je l'espère, vous aura plu la semaine précédente. Comme d'habitude, vous le savez, jusqu'à la prochaine, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs. Bye!